Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut français de Florence. Aujourd'hui, je vous propose de franchir les Alpes en suivant l'incroyable réseau postal mis en place par Napoléon Bonaparte, de plonger au cœur des collections du musée de minéralogie de Paris, de découvrir les grands chantiers qui vont changer le visage de Rome, Paris, Florence et tant d'autres villes en Italie et en France. Je vous propose de parcourir les grands chantiers et les grands aménagements qui ont marqué le territoire de l'Empire en compagnie d'un chercheur de l'École française de Rome, Adrian Almoguera, du directeur de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Limoges, François Avisso, du directeur du musée de minéralogie Mines ParisTech, Didier Nectou. Je laisse maintenant la parole à Annick Magnier, professeure à l'École de sciences politiques de l'Université de Florence, qui animera le débat. Donc nous allons parler de l'ensemble des grands projets d'aménagement de Napoléon, mais partons d'un épisode peu connu mais très significatif qui est le transfert de l'école des mines en Savoie. Monsieur Nectou, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet qui justifie ce déplacement de l'école des mines dans un village de Savoie? Alors effectivement, dès 1802, avant même l'Empire, l'école des mines est déplacée en Savoie, à Pesel-en-Croix très exactement. On va parler de l'école des mines de Pesel, l'école des mines de Moutier, on évoquera même l'école des mines du Mont-Blanc. C'est une décision qui est consulaire et qui est faite en continuité avec la création de cette école des mines qui a eu lieu en 1783 sous Louis XVI, qui a été confirmée ensuite sous la Révolution. Mais à la période révolutionnaire, le comité de salut public crée également l'école polytechnique en 1794 et l'école des mines va devenir école d'application. Il est temps de mettre ces écoles des mines dans des lieux d'exploitation. J'emploie le pluriel parce qu'il y aura plusieurs projets d'école des mines, mais seul celui de Pesel-en-Croix, en Savoie, verra le jour à proximité d'une mine de plomb argentifère. À la fin de l'Empire, cette école des mines, évidemment, sera rapatriée sur Paris. Mais l'Italie souhaitera conserver une école des mines. Elle renaîtra de cette cendre au même endroit, à Pesel-en-Croix, en 1825 et tournera ainsi une quinzaine d'années pour disparaître définitivement. Donc le projet territorial de Napoléon, c'est un projet militaire, un projet d'organisation urbaine, un projet d'organisation administrative. En quoi la connaissance approfondie des territoires qui a été acquise par l'administration napoléonienne a-t-elle soutenu ce projet? Quel est le degré de rationalisation? Peut-on parler d'un plan rationnel qui s'appuie vraiment sur une connaissance approfondie des territoires? Je demanderai à François Avisso de répondre à cette question. Oui, l'idée que pour bien administrer un territoire, il faut le connaître, qu'il faille disposer à son propos de données chiffrées, statistiques, est une idée qui semblera extrêmement banale au début du XXIe siècle, mais dont il faut se rappeler qu'au début du XIXe, elle était encore assez récente et tout à fait moderne. Il serait excessif de dire que l'administration napoléonienne avait l'exclusivité de cette approche empirique et matérielle du territoire. Elle est déjà l'héritière d'une tradition administrative qui est marquée par l'héritage des Lumières, mais ce qui est sûr, c'est que cette administration s'est donné les moyens de mettre en œuvre ce programme, cette approche moderne de l'administration, notamment, c'est bien connu, à travers le quadrillage préfectoral du pays. Les préfets avaient pour mission de produire une statistique sur leur département extrêmement complète, avec des enquêtes qui pourraient même nous sembler un peu saugrenues, sur les personnes, sur les milieux sociaux, notamment sur les notables, qu'il était urgent de rallier. Pour autant, est-ce que cette connaissance a conduit à une planification de l'administration? C'est sans doute pas si net que cela. D'abord et avant tout parce que le territoire qu'il s'agit d'administrer, du fait des conquêtes et des différentes guerres menées par Napoléon, ne cesse pas de changer. C'est particulièrement net en Italie, où de l'annexion de la Savoie et de Nice en 1792 jusqu'à celle du reste des États pontificaux en 1809, ce territoire n'a pas cessé d'évoluer. Et Napoléon impose toujours pour l'intégration des nouveaux territoires annexés des calendriers qui sont difficilement tenables, de l'ordre de quelques mois.
Il faut donc disposer sur place, sur le terrain, d'un personnel, d'ingénieurs, d'inspecteurs, qui peuvent s'appuyer sur la documentation qui existe déjà localement, ainsi que sur les acteurs locaux, pour pouvoir mettre en œuvre la nouvelle administration. Il ne s'agit donc pas d'une politique de tabula rasa, mais au contraire de capitaliser sur l'existant tout en le faisant converger vers un modèle rationnel. Cette administration rationnelle, elle n'est donc pas hors sol, elle ne repose pas sur une vision uniforme du territoire ou des populations. Il n'y a pas de plan d'intégration a priori, notamment au niveau postal, on le voit, mais au contraire, une pratique empirique qui fait émerger tout de même une méthodologie, tout simplement parce que ce sont les mêmes spécialistes qui, annexion après annexion, vont mettre en place les nouvelles administrations et qu'ils adoptent des méthodes de travail qui tendent à se standardiser au cours du temps. Alors, édification, grands travaux, monuments, quelles sont, à votre avis, Adrian Almoguer, les réalisations emblématiques de l'intervention napoléonienne, en particulier en Italie? Et selon vous, peut-on parler d'un contraste, beaucoup de projets et peu de réalisations? Pourquoi? Je pense qu'il est difficile de faire un choix des projets les plus emblématiques de toute la longue liste des propositions qu'on a eues en Europe pendant le Premier Empire. Il faut d'abord qu'on comprenne qu'il y a deux types de projets ou de propositions. Il y a ceux qui sont plus rattachés à la sphère symbolique. Là, nous trouvons le monument à la gloire de l'empereur, à la gloire de l'armée, à la gloire d'un quelconque épisode historique qui caractérise cette époque. Et après, il y a tout un grand nombre de projets, on va dire, pratiques qui visent à transformer la capitale et surtout les capitales, surtout les fonctions des villes conquises. Et là, nous trouvons tout ce qui est les hôpitaux, les cimetières, les institutions culturelles, etc. D'un point de vue symbolique, je pense que le chantier ou l'intervention romaine la plus importante en Europe, c'est quand même la restauration de l'ancien Forum de Rome. Parce que là, Napoléon fait toute une déclaration d'intention par rapport à la lignée historique de ces passés glorieux avec auquel il veut être lié. Et nous trouvons là quand même la naissance de la conception de ces parcs archéologiques en ville qui peuplent non seulement la ville italienne, mais d'autres capitales européennes de notre époque. Après, il y a quand même le grand projet pour le quartier du Roi de Rome à Paris, dans lequel on voulait articuler tout un nouvel espace dans la capitale de l'Empire entre le palais du Roi de Rome, donc siège du pouvoir politique, et des institutions telles qu'une université, une caserne militaire, un grand palais d'archives construit sous le Champ de Mars, qui démontre très bien la nouvelle logique de pouvoir culturel, politique et social de la ville, de ce qu'on peut appeler la capitale napoléonienne par excellence, qui était Paris. Oui, il y a eu beaucoup de projets et peu de réalisations, évidemment, parce que nous sommes dans un contexte de guerre et l'architecture est la fille du temps et de l'argent. Et ces deux éléments ont beaucoup manqué au projet et au système napoléonien. En revanche, il y a certains projets iconiques, comme par exemple l'actuelle Piazza Plebiscito, ouverte, dont l'espace a été ouvert et dégagé pendant l'Empire par Joseph Bonaparte et Jacques Murat, et qui a été complété pendant la Restauration. Et là, vraiment, on peut parcourir les plus importantes transformations politiques et culturelles de l'époque de Révolution qui a précédé et qui a suivi le Premier Empire. Parce qu'on passe vraiment de cet énorme forum impérial avec un bâtiment civil pour les assemblées citoyennes à cette grande place royale avec une église dédiée à cette restauration du pouvoir de l'Ancien Régime, de rois, de l'Église, qui ont marqué la chute de l'Empire et qui ont défini ces décennies centrales du 19e siècle. Alors, à côté des projets d'aménagement, on trouve des projets d'inventaire, de connaissances. Toujours, le musée des Mines peut nous renseigner sur cet aspect important du projet territorial napoléonien. Effectivement, il est important, notamment lorsqu'on est en période de guerre et de conquête, et parfois de blocus, il est important de faire l'inventaire des ressources minières. Ces substances sont absolument nécessaires pour le développement de l'industrie, pour la fabrication des objets de la vie quotidienne, mais aussi des objets guerriers. Et c'était d'ailleurs l'objectif
de cette école des mines, c'est l'objectif également de ces collections qui sont constituées. On fait l'inventaire du territoire pour connaître les potentialités minières afin de pouvoir les exploiter. Alors à partir de là, on va déployer les ingénieurs des mines, les inspecteurs des mines, mais également toute personne connaissant son territoire pour pouvoir inventorier les mines disponibles, mais aussi les ressources potentielles exploitables. Donc cet inventaire qui avait déjà été initié à la Révolution va se déployer sur toutes les conquêtes napoléoniennes et notamment l'Italie. Et on va voir ainsi arriver sur le territoire des ingénieurs venus d'une part de Paris, mais aussi formés à l'école de Pezet que nous avons évoquée, pour pouvoir collecter, inventorier, analyser et enfin, sans doute, exploiter ces ressources minières. On va même aller plus loin, on va aussi collecter les objets industriels, les barres de fer, les argiles disponibles. Donc, c'est ainsi que d'ailleurs tout ça va converger vers Paris et aujourd'hui est présent dans ce musée des milliers d'échantillons, des milliers d'objets qui vont converger, être ainsi classés et on aura un panorama de la potentialité en matière des ressources minières de l'Empire français. Alors, autre projet emblématique, le passage des Alpes. Pouvez-vous nous expliquer, François Avissot, quel est le message véhiculé dans ce projet, ce défi technique? Oui, commençons par dire que ce projet n'avait rien d'évident, puisque pour les révolutionnaires français, les Alpes devaient constituer une des frontières naturelles de la France. Or, à partir du moment où le premier consul et puis l'empereur renoncent à cette politique des frontières naturelles et débordent très largement le territoire national au-delà des Alpes, eh bien, il faut considérer ces Alpes non plus comme une frontière, mais comme un obstacle qu'il s'agit de juguler pour permettre une meilleure communication, une meilleure circulation entre les deux parties de l'Empire. Les routes qui vont donc permettre d'améliorer cette circulation constituent pour Napoléon, on le sait, une priorité politique absolue. Il le dit dans une lettre à Eugène de Beauharnais, son vice-roi à Milan. L'Italie et la France doivent former un seul système, c'est un mot qu'il affectionne, et ce sont ces routes qui doivent traverser les Alpes, dit-il, les routes les plus politiques, les plus urgentes de son point de vue. D'où les travaux impressionnants qui sont conduits pour rendre carrossables les cols alpins, notamment au Simplon entre 1801 et 1805, au Mont Genèvre et au Mont Cenis, ce dernier étant l'axe de communication le plus important, traditionnel, entre la France et l'Italie à cette époque. Alors cet intérêt, cet investissement des cols alpins par le pouvoir napoléonien, il recouvre de très nombreux enjeux qui vont évoluer et qui vont s'additionner pendant la période. Le premier enjeu est militaire. Bonaparte a fait l'expérience en 1800 de traverser un col alpin, le col du Grand Saint-Bernard, et d'y faire passer son artillerie en mettant les canons dans des troncs d'arbres creusés. Il y a sans doute plus commode et il va être sensible à cette capacité qu'offre une route carrossable à transférer des armées de part et d'autre des Alpes de façon évidemment beaucoup plus commode que ce qu'il avait éprouvé dans les campagnes d'Italie. Il y a également le souci d'améliorer les communications, car la route est une infrastructure qui sert de support aux communications de l'époque, et notamment à la poste. On va établir sur les cols alpins, notamment au Mont-Cenis, des relais de poste qui permettent donc de faire passer les courriers de part et d'autre des Alpes, d'apporter dans les départements italiens la correspondance administrative, avec un raccourcissement des délais qui est absolument prodigieux pour l'époque, puisque quand Napoléon envoie une instruction à Milan, il reçoit la réponse 8 jours plus tard, 15 jours plus tard pour Naples. Ça nous semble évidemment à nous très long, mais pour l'époque, c'est extrêmement rapide. Et puis, avec le blocus continental, la guerre commerciale contre l'Angleterre, il y a aussi le souci de développer le commerce intérieur du continent européen, à l'avantage de la production manufacturière française, qui se cherche des débouchés, notamment en Italie. Ces routes seront là pour servir cette politique. Il y a enfin une dimension indéniablement symbolique dans cette politique infrastructurelle. Napoléon véhicule un message politique, il est un nouvel Auguste. La route, évidemment, évoque le souvenir de l'Empire romain, celui aussi du cursus publicus, qui est l'ancêtre de la poste moderne. Mais plus qu'un nouvel empereur romain, Napoléon envoie le message d'un monarque moderne, d'un monarque de son temps,
puisque le fait d'investir non pas dans des monuments, ou non pas exclusivement, en tout cas dans des monuments à visée esthétique, mais dans des routes, des ponts, des canaux, renvoie à une conception utilitaire du pouvoir qui est encore une fois typique de la monarchie administrative du XVIIIe siècle. Plus largement que cela, et pour finir, on peut considérer qu'il y a dans cette volonté de soumettre la nature, en l'occurrence l'école des Alpes, un geste assez cartésien, hein. Il s'agit de se rendre maître et possesseur de la nature, et on peut citer cet extrait de la correspondance du naturaliste Milin de Grandmaison, qui lors de son voyage en Italie en 1811 écrit « Je viens de passer le Mont Cenis et j'ai admiré la manière dont l'empereur a vaincu la nature comme il a vaincu les hommes ». Propos sans doute un peu courtisans, mais qui montre bien la portée de cette politique. Alors revenons un instant à Rome, Adrian Almoguer. Quelle est la place de Rome, déjà évoquée par Aviso, dans le projet d'aménagement napoléonien? Dans l'histoire de la Rome napoléonienne, il y a 3 dates fondamentales. D'abord 1809, date de la conquête et intégration, annexion de Rome à l'Empire napoléonien. 1810, proclamation de Rome comme deuxième capitale de l'Empire napoléonien. Et finalement, 1811, date de naissance du fils héritier de l'Empire qui reçoit le titre de roi de Rome. Non ? Ces 3 dates marquent progressivement c'est le rapprochement entre la dynastie de Bonaparte, le système que les Bonaparte ont exporté partout en Europe, et la capitale qui représentait la grandeur de cet empire qui inspirait aussi bien sur le point politique que symbolique, et le nouveau régime qui dominait l'Europe. Évidemment, ce qui est intéressant, je pense que c'est un des phénomènes les plus intéressants de la période napoléonienne et de la domination napoléonienne de l'Europe, c'est cette campagne de translatio imperii entre Rome et Paris. Une campagne qui s'articule par le voyage d'artistes, d'architectes, l'intégration des intellectuels italiens romains dans la sphère culturelle parisienne, la copie et la reproduction de grands monuments de la grandeur romaine, comme la colonne Trajane ou l'arc de Septime Sévère, à Paris, avec l'arc de Carrousel et la colonne Vendôme. Mais aussi ces déplacements politiques et religieux. Napoléon fait venir Pie VII à Paris et il veut que Notre-Dame devienne un nouveau Vatican. Donc, c'est très intéressant de voir comment il ne s'agit pas juste d'une conquête symbolique, mais il y a vraiment un projet politique qui veut montrer à l'Europe qu'il y a un déplacement de pouvoir entre l'ancienne capitale du monde et la nouvelle capitale du monde, et que Napoléon est le nouveau César, est le nouveau roi de l'Europe, et qui a conquis ce passé historique, duquel il s'est emparé pour refonder la société européenne de l'avenir. Alors des ressources politiques, revenons aux ressources concrètes et en particulier les ressources minéraires. Le travail de l'école des mines porte pendant ces années à l'élaboration du code minier, qui touchait alors et touche encore des enjeux majeurs dans la gestion, l'exploitation des ressources rares. Qu'en est-il du code minier aujourd'hui? Didier Dectoux, pouvez-vous répondre à cette question? Alors, avant de parler du code minier d'aujourd'hui, parlons de ce code minier qui a été établi par Napoléon. C'est quelque chose d'absolument fondamental qui a été exemplaire pour la planète, pour les pays du monde entier, qui s'oppose d'ailleurs un peu au droit anglo-saxon, avec un principe qui veut que l'État devient l'ensemble gestionnaire des ressources minières. Alors pour ce faire, il faut d'abord définir ce que sont ces ressources minières stratégiques, ces substances utiles fondamentales. Et on va séparer ainsi les métaux, par exemple, aujourd'hui les ressources énergétiques également, des carrières. Les carrières, ce sont les roches, les matériaux d'usage courant. Donc ça, c'est déjà très très important parce que c'est la première fois qu'on fait cette dissociation. Le second point, c'est effectivement le fait que le propriétaire dans le code minier de 1810 n'est plus le gestionnaire de ces ressources, c'est bien l'État qui se surimpose dessus.
Et l'État se réserve, représenté par son souverain, se réserve de disposer de la propriété souterraine comme d'une propriété publique. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de débats, puisqu'en fait, cette loi aurait dû paraître en 1806. Mais au sein du Conseil d'État, il y a de grandes controverses pour la défense de ce droit privé. Et in fine, Napoléon y intervient directement, personnellement, pour pouvoir établir ce droit de l'État. Et donc l'État assumera et donnera des concessions d'exploitation minière. Évidemment, le propriétaire privé sera indemnisé, mais il n'a plus le libre arbitre sur ces substances. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, quant à la question aujourd'hui, oui, bien sûr, ce code minier a évidemment évolué. Hein. Celui qui est géré aujourd'hui par la France a été établi dans les années 50. Il a été par la suite révisé. De nombreuses substances y ont été ajoutées. Mais on est toujours sur ces mêmes principes. Alors, encore une fois, l'influence sur l'Italie se fait sentir, puisque on voit apparaître une législation beaucoup plus tardivement, au début du XXe siècle, pour dissocier ces substances de carrière et de mine, et puis aussi pour faire intervenir l'État dans la gestion de ces ressources et ces substances stratégiques. Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Alors, il n'en va pas de même, je le disais, dans les pays anglo-saxons, où là, la propriété du sol jusqu'au centre de la Terre, avec des systèmes de concession et d'exploitation. François Vissot, ce modèle du monopole d'État s'affirme alors dans divers registres, en particulier celui des postes que vous avez continué à étudier. Quelles sont les conséquences de ce modèle sur l'organisation, l'aménagement du territoire et quelle est la réelle prise en compte simultanée des réalités locales et des déclinaisons nécessaires? En effet, l'idée que l'État soit le seul opérateur légitime de service dans le domaine des postes, qui regroupe à la fois la poste aux chevaux, hein, le système de transport rapide, et la poste aux lettres, qui est le transport des correspondances en particulier, est une idée qui est globalement nouvelle dans les États italiens où s'impose la domination française, déjà avec l'expérience du triennio Jacobino pendant la période révolutionnaire, et puis ensuite pendant la période napoléonienne à proprement parler. C'est une nouveauté plus ou moins forte, hein. Il y a des États qui étaient déjà en chemin vers ce modèle, mais dans la plupart des cas, il n'y avait pas un système postal, mais plusieurs systèmes postaux qui coexistaient et qui pouvaient être y compris dans la main de privés, de particuliers. L'idée qui sous-tend l'introduction de ce modèle, c'est que les postes sont un enjeu de souveraineté. La maîtrise de la circulation de l'information relève de la surveillance de l'État pour des raisons qui sont policières, notamment en Italie. On se méfie beaucoup de la correspondance avec le Vatican, surtout quand les relations se tendent entre l'empereur et le pape. Et puis aussi pour des considérations fiscales. Il y a une volonté très claire de la part des administrateurs des postes français de récupérer la correspondance internationale pour pouvoir toucher aussi, évidemment, le prix du transport de cette correspondance. L'idée, c'est également que l'administration, parce qu'elle est associée chez les administrateurs napoléoniens à cette idée d'efficacité et d'impartialité, permettrait de penser le réseau de manière globale, abstraction faite de l'influence et des pressions qu'exerçaient les pouvoirs traditionnels dans la société ancienne, que ce soit l'Église, les seigneurs, etc. Il y a une rhétorique un peu anti-privilège qui continue à exister dans le discours de certains administrateurs napoléoniens. Se pose donc en Italie à cette époque la question de l'accès égal des habitants au service postal. Et effectivement, il va y avoir dans plusieurs régions une augmentation du nombre des bureaux de poste, un souci plus important du réseau secondaire. Hein, jusque-là, la poste concernait surtout les grands axes de communication, même si on ne peut pas encore parler à cette époque de poste véritablement local ou de poste rural, comme elle apparaîtra dans le courant du 19e siècle. Il y a l'imposition d'un modèle, c'est certain, et vous posez la question des acteurs locaux et de la manière dont leurs intérêts, leurs points de vue ont été pris en compte. Il ne faut pas oublier que ce modèle porté par les Français et qui est incontestablement imposé, hein, il n'y a pas de négociation possible avec les acteurs locaux, réalise parfois les projets qui étaient conçus, nourris, attendus par les milieux réformateurs
de certains États italiens, comme la Toscane, on songe à Beccaria par exemple, quelques décennies plus tôt. Il n'y a donc pas un face-à-face entre l'administration française qui imposerait et le personnel sur place italien qui devrait accepter en étant hostile, mais il ne faut pas oublier que la majorité du personnel, justement, notamment dans les postes, est italien, et que ceux qui vont mettre en œuvre la réforme administrative qui est impulsée par l'État napoléonien sont, dans leur très grande majorité, des Italiens qui vont s'acculturer à ces nouvelles pratiques administratives, ce qui ne sera pas d'ailleurs sans conséquence sur l'évolution des États préunitaires jusqu'à la période, évidemment, de l'unité italienne. Continue à raisonner sur les modèles, et cette fois-ci les modèles du point de vue de l'urbanisme. Adrien Almoguer, est-ce que, à partir des plans d'embellissement, des réalisations qui ont été accomplies, est-ce qu'on peut parler d'un modèle de ville napoléonienne? Quelles traces éventuellement a-t-elle laissé, si elle existe, dans les tissus urbains actuels? Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'une ville napoléonienne en tant que telle, parce que, comme pour beaucoup d'autres questions, l'Empire est le parfait héritier du cycle de lumière. Évidemment, si on analyse les différents types d'interventions en ville, le monument public, l'alignement de rues, le dégagement des espaces publics des grandes ampleurs en centre-ville, la construction de typologies utilitaires dans les villes, les casernes, les archives, les écoles, les universités, les musées. Tout cela appartient à une pensée architecturale et urbaine qui a été surtout développée tout au long de Lumière, dans le siècle de Lumière, notamment à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En revanche, il y a une vraie différence entre la période napoléonienne et celle qui l'avait précédée, c'est le pouvoir et la capacité d'action en ville. L'Empire est un moment rempli d'enthousiasme, rempli d'envie d'intervenir, de transformer le capital de l'Europe. Parce que cette transformation était encore une fois une nouvelle conquête. Napoléon arrivait à faire tout ce que ses prédécesseurs sur le trône d'Europe n'étaient jamais parvenus à faire. Et donc, la différence, c'est ça, c'est qu'avec un État supranational qui a dans sa main une jurisprudence, un système légal, un système artistique et académique, un système politique depuis le palais royal jusqu'à les autres couches de l'État administratif, la préfecture, la mairie, etc. Tout cela forme un ensemble avec une idée claire de la transformation urbaine. Et même si on n'a pas achevé beaucoup de chantiers, on a quand même lancé beaucoup de chantiers partout en Europe. Et ça fait vraiment la différence entre une période et l'autre. La capacité, la volonté et l'intervention dans les villes qui a préparé le terrain pour tout ce qui va se passer tout au long du XIXe siècle. Alors, si l'on raisonne sur l'héritage pluriséculaire du modèle napoléonien, le Code minier, sans aucun doute, suggère quelques réflexions ultérieures. Il s'agit d'un thème de profonde actualité en matière de gestion des ressources rares. Didier Nectou, comment jugez-vous l'actualité du Code minier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, évidemment, nous vivons sous le Code minier, du moins en France, mais pratiquement tous les pays ont leur propre législation par rapport à cela, bien sûr. Et ce sont des débats de société qui sont permanents. Pour ne citer que la France, regardez les débats suscités par l'exploration, l'exploitation des gaz de schiste, substance stratégique au niveau des ressources énergétiques. On parle aujourd'hui également de ressources en lithium au niveau du territoire français, au niveau du territoire européen également. Tout ça fait grand débat. D'autant plus qu'intervient un paramètre qui, peut-être à l'époque napoléonienne, ne prévalait pas, qui est celui de l'environnement. Donc une compétition entre les activités et le développement urbain de la société et cette activité minière qui effectivement a un impact sur son environnement et donc qui fait débat et qui pourtant est tellement nécessaire. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça. Notre musée de minéralogie, d'ailleurs, sert beaucoup à ce discours pour expliquer à tout à chacun que les objets qui nous entourent, évidemment, sont issus de la Terre et qu'il faut des matières premières pour pouvoir les fabriquer. Et donc, envisager
cette exploitation avec toutes les contraintes économiques, environnementales, techniques que cela suppose. Donc on est en pleine actualité et pour ça, évidemment, il y a le débat citoyen, il y a l'intervention de l'État qui est là-dedans et puis le souci évidemment du bien public. Donc oui, le code minier, d'ailleurs, en France, il est actuellement en révision pour intégrer ces paramètres, notamment de ce que l'on appelle la mine durable. Alors là, on s'est éloigné de la préoccupation du 19e siècle, mais les débats font encore rage sur ces sujets. L'héritage de cette innovation napoléonienne, que reste-t-il des postes napoléoniennes dans nos villes d'aujourd'hui? Dans le domaine des postes, comme dans beaucoup d'autres, la restauration après la chute de l'Empire a conduit dans un premier temps à une volonté d'effacement, de retour au système ancien. Et pourtant, il y a des choses qui sont restées. On a parlé du monopole d'État, par exemple. C'est finalement un modèle qui va s'imposer en Italie comme dans d'autres pays. De manière plus anecdotique, on peut citer aussi une innovation introduite par les Français en Italie, dans les villes italiennes notamment, et qui ont bien arrangé les affaires des postiers, qui aujourd'hui auraient bien du mal à faire leur travail sans cela, c'est la numérotation des maisons, des habitations dans les rues. Alors, c'était pas que, et même pas essentiellement pour des raisons postales, il y avait aussi des enjeux de fiscalité qui étaient forts derrière cette forme de rationalisation de l'espace, de numérotation des lieux. Mais c'est vrai que ça a aussi facilité le travail du postier, d'autant que les Français ont un peu introduit en Italie cet usage qui consiste à amener le courrier aux personnes, alors qu'antérieurement, il fallait plutôt se rendre au bureau de poste pour aller retirer le courrier duquel on était destinataire. Ça aussi, c'est un changement important dans les pratiques, on va dire, du quotidien, et qui peuvent se rattacher à cette époque-là. Alors merci pour ce panorama, à la fois dans les sous-sols, les structures et les infrastructures et les grands projets pendant la période de l'Empire, à la fois en Italie et en France. Je remercie nos invités, Adriane Almoguera, François Avisso, Didier Nectou et la modératrice Annick Magnier. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain débat sur le cadre sanitaire sous Napoléon Bonaparte. À très bientôt, merci.